Ben là, te calisse. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu t'aider? Débile. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que c'est débile, te promener à cette vitesse-là quand le monde. Ben, je roulais à 20, man. C'est T'as-tu joué à la vitesse, mon hostie? tu à qui tu t'adresses? Mais toi, tu t'adresses à qui, là? Directeur national de la santé publique. C'est quoi le rapport? Bon, Nick Payne, tu voulais revenir sur cette affaire. Tu sais, là, l'été n'est pas encore fini. Là. C'est pas le moment là, de pogner des chicanes dans la rue si vous êtes un petit peu connu. Parce que, je vais vous faire un aveu, on n'a pas grand-chose à dire et à faire. Fait qu'on va sauter là-dessus. C'est la réalité, l'été. Non, mais j'exagère évidemment les traits de l'affaire, mais c'est pas une affaire qui aurait fait jaser Nick Payne l'ensemble de la classe médiatique, mettons, au mois de novembre ou en plein remaniement ministériel, parce que là, on en annonce un, mais c'est pas encore fait. Là, on donne de la bouffe aux journalistes puis aux chroniqueurs. La preuve, tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui. Ben, moi, j'aurais appelé ça pourrait s'appeler scène quotidienne de la vie montréalaise. Ben oui, tout à fait. Parce que si c'est pas M. Boileau, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours, plusieurs fois par jour à Montréal. Je mettrais ma main au feu. On n'a pas de statistiques là-dessus non plus, mais c'est un grand classique. Bon, là, c'est M. Boileau. M. Boileau n'aurait pas dû dire « Hey, le gros, je suis directeur de la santé publique. » Bon, tout ça est totalement déplacé. Il se surprend de la laideur de son interlocuteur et ainsi de suite. Bon, ça, c'est quelqu'un qui est fâché puis qui a perdu le contrôle de son verbe. Ça aurait dû rester dans sa vie privée. Remarque, là, il a le droit de se fâcher contre quelqu'un qui l'injurie. Là. M. Boileau aussi, hein, comme tout le monde. Alors, bon, on n'aurait pas dû voir ça, là, premièrement. Alors, moi, je ne lui en tiens pas rigueur. Ce que je trouve de révélateur dans cet événement-là, c'est vraiment que c'est comme ça autour des pistes cyclables, là, surtout, là, ou en tout cas en bonne partie autour des pistes cyclables à Montréal. Quand c'est pas un trottinettiste comme ça, c'est un cycliste. Il y a des gens qui anticipent, là, qui sont dans l'attente de la prochaine personne à pouvoir engueuler. Là, même si tu n'as pas encore fait quelque chose de pas correct, ils vont te crier dessus quand même, juste au cas où. On a un véritable problème. Ça s'appelle le civisme. Oui. C'est de la santé publique, mot. ça. Oui, ça aussi, c'est de la santé publique. Il y a un vrai problème de ça à Montréal. Puis là, je viens de parler des cyclistes gueulards et trottinettistes et autres, mais il y a des automobilistes aussi qui rentrent allègrement dans ce club-là. Moi, Rémi, ça m'arrive même pas seulement de me faire crier dessus quand je suis en auto par d'autres automobilistes. Parfois, j'embarque avec quelqu'un d'autre. On conduit à travers la ville et je vois cette personne qui est par ailleurs un bel humain normal, un ami des fois ou une connaissance, engueuler tout le monde pour rien. C'est un peu malaisant. J'ai pas nécessairement envie d'intervenir et de dire « Bon, écoute, là, tu te fâches un peu trop. » On est tous comme ça, un peu à cran. Ça dépend, là, ça va varier d'un individu à l'autre, mais je pense qu'il y a une espèce d'escalade à travers laquelle le civisme s'est complètement perdu à Montréal. Oui, le règne du cône orange, de la piste cyclable, de la haine à l'endroit de l'automobile, y est pour beaucoup aussi. Là, ce sont de véritables, à mon point de vue, des politiques haineuses qu'on mène à Montréal envers les automobilistes. Comme le disait de façon si notoire désormais ce cher M. Ferrandez, il faut nuire le plus possible. Oui. Ça va suivre toute sa vie, cette phrase-là. Ben écoute, on peut être d'accord avec l'objectif. C'est-à-dire, et les constats, constater que le parc automobile n'arrête pas d'enfler puis de gonfler, qu'on n'est plus capable de gérer tout ça, que ça fait de la pollution, que ça fait des problèmes de circulation qui vont au-delà là, des décisions d'urbanisme, tout ça. Et être en désaccord avec la solution qui consiste à emmerder le monde le plus possible. Combien de fois à Montréal tu conduis, il y a une espèce de chantier fantôme qui te fait tourner à gauche ou à droite, t'arrives là, c'est une impasse, on entend les rires en canne comme dans une vieille comédie télé, puis là, il faut que tu recules, puis tu zigonnes, puis il y a quelqu'un qui est fâché en arrière, puis ça aide pas. Mais au-delà de ça, il y a un problème culturel, je pense. Là, moi, je pense qu'on est dû pour une campagne de pub, quelque chose du genre. Quelqu'un qui est zen dans son auto, sur sa trottinette, sur son vélo, qui respire par le nez, qui apprend à comprendre que c'est pas si grave que ça, là, ce qui arrive. Là. Peut-être que quelqu'un t'a coupé un peu, peut-être que quelqu'un t'a ouvert la porte de son auto dans ta roue de bicycle, pas loin, parce qu'est-ce que tu veux? Il t'a pas vu. On est des millions de personnes dans la ville. Ça se peut qu'on se pile sur les pieds. Alors, il faut... moi, j'ai fait l'expérience là, de décider consciemment d'être plus
de laisser passer, de tourner ma langue 7 fois avant de me fâcher pour rien. Puis je me suis aperçu que D'accepter que c'est pas la fin du monde. c'est là. pas la fin du monde, c'est apaisant. Ben oui. Ça fait du bien de pas être... Ça donne rien de se choquer après les autres pour rien comme ça en ville. Et ce trottinettiste-là, je veux dire, est l'exemple type du gars qui avait envie de crier sur quelqu'un pour rien, qui était dans le tort en plus, là, on s'en rend bien compte. Là, il passait dans le mauvais sens, sur la rouge. Il a failli rentrer dans le bon monsieur Boileau. Ben oui. Bon, alors, c'est vrai que c'est choquant de se faire ça, mais le gars, pas non satisfait d'avoir fait ça, il revient pour crier dessus en plus. Ben oui, puis tu remarqueras aussi, il fut un temps où on disait, il y a les automobilistes, puis il y a, dans une autre catégorie, puis là, on mettait tout le monde là-dedans, les piétons, les cyclistes, les trottinetteux. Puis là, c'est rendu que c'est toutes des catégories... Les piétons crient aussi. Oui, bien ça va avec Non, mais c'est parce l'époque. que- non, Tout mais le ouais. monde est dans sa petite identité. Oui, tout à fait. oui, Tout à fait. Ben je là, on fait suis- peut-être de la sociologie ambitieuse ou exagérée, mais moi, je pense pas. Je pense qu'effectivement, il y a ça, on se compartimente. Avant, il y avait une solidarité entre ceux qui n'étaient pas des automobilistes et et contre les automobilistes. Puis là, On c'est était rendu juste que- des humains. Là, c'est rendu Tout le qu'un monde. piéton, on peut y passer dessus. Il y avait rien qu'à passer sa bonne lumière. Puis je pense pas très clair dans la vidéo. On dirait que c'est Luc Boileau qui est dans son droit. Ah, je te dis ça parce que j'ai entendu des gens longuement analyser la scène et dire que c'était bel et bien le trottinettiste. Mais peut-être que c'est une mauvaise information, en effet. Bon, sondage léger. Retenons que M. Boileau mange au Burger King. Ça, c'est un plus gros problème, peut-être, pour un directeur de la santé publique. Ben non, laissons-le tranquille quand même. Sondage léger, le Parti québécois qui fait des gains, peu, mais quand même. On parle de plus 5 % depuis la victoire dans Arthabasca. Le Parti libéral, lui, effectue, bon, c'est une petite perte de 2 % On dit que c'est la marge d'erreur. La CAQ demeure à 17 % Donc 26 pour les libéraux. Oui, exactement. Puis là, on a le Parti conservateur du Québec qui perd 4 points. Ça, c'était quand même assez prévisible. Quoique, il y a quand même des bonnes nouvelles pour le parti, puis on va en parler. Et là, on a effectivement le QS qui est à 9 % C'est une bonne nouvelle, ça, pour le Parti québécois. Est-ce que 35 % c'est pas aussi une sorte de plafond? Bon, on est en avant, c'est toujours une bonne nouvelle Ouais. quand on est en avant. Donc, les péquistes doivent être heureux de ça, sans doute. C'est vrai que ça a l'air d'un plafond. Ça ne Oui, va pas plus loin. ma question est relativement banale, mais c'est plus la deuxième partie. C'est-à-dire, est-ce que c'est un plafond? Parce que 35 % on dirait qu'ils sont pas capables de dépasser ça quand même. Non, après, avec 5 partis dans le concours, c'est un peu compliqué de dépasser 35 Il faudrait vraiment être le Dalai Lama. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est une chose dont on parle moins. Peut-être j'ai envie de jeter un autre regard, mais néanmoins, je pense pertinent sur tous ces chiffres-là, c'est que de Plamondon à Legault, à Duhem, à Gazal, si tu additionnes tout ce beau monde-là, tu arrives à plus de 70 d'intention de vote en faveur d'abord de chefs issus du mouvement souverainiste. Hein? Éric Duhem, même lui, sort de cette famille-là aux origines. Si on le soustrait à ça, Éric Duhem, puisqu'il a clairement pris position en faveur du non et du fédéralisme, ça reste au-dessus de 60 d'intention de vote pour des partis qui se disent soit souverainistes, soit nationalistes, soit indépendantistes, soit une sorte de mélange de tout ça. Je comprends qu'il y a des bémols à mettre là-dessus. Mais c'est quand même intéressant parce que ça fait beaucoup, beaucoup de monde qui vote pour des partis dont, en principe, là, le but est, sinon de sortir le Québec du Canada, à tout le moins de changer radicalement le Canada. C'est quand même pas anodin comme constat, je trouve. Puis c'est récurrent, hein? Sondage après sondage, ces chiffres-là. Quand tu fais la balance, ce chiffre-là, cette somme-là des appuis pour des partis autres que le seul parti qui est résolument pro-canadien. Donc, cette somme-là est toujours élevée, puis... C'est comme notre normalité. On fait comme si de rien n'était. Hein? Ça va de soi. Moi, des fois, je me dis que dans un pays normal, ces gens-là trouvaient un moyen de faire une alliance électorale, post-électorale, j'en sais rien, mais à un moment ou à un autre, jugé opportun, conjugueraient leurs forces pour dire, bon, ben voici, soit on vote l'indépendance du Québec ou on vote une réforme, j'en sais rien, mais on fait quelque chose pour régler cette question-là de fond qui est là, qui traîne toujours dans le décor. Je parle bien sûr de la question nationale, qui ne se règle jamais. Je trouve ça intéressant qu'on... C'est ça, on peut les mettre dans la catégorie des partis du Québec d'abord. C'est-à-dire des partis pour qui le Québec, c'est la priorité. Puis là, le évidemment, bloc national, disons. Pablo Rodriguez nous dirait que sa priorité, c'est le Québec, sauf qu'il faudrait alors qu'il nous explique pourquoi ça ne l'a pas été toutes ces années alors qu'il était avec Justin Trudeau. Après, la CAQ, quand on nous dit publiquement qu'on voterait non pour un référendum, puis que c'est pas une bonne idée, puis que... personne n'y croit, franchement. Personne n'y croit, mais ça reste quand même pas un élément négligeable. Le discours public, c'est important. Ce qu'on nous dit, c'est
c'est ce qu'on nous dit. Et on spécule, hein, finalement. On est pas mal certain de savoir que certains des gros ténors de la CAQ voteraient oui à un référendum. Simon-Jolin Barrette, François Legault, Jean-François Roberge, Mathieu Lacombe et j'en passe. Mais publiquement, ils ne le disent pas. Donc, pour être parfaitement honnête, il faudrait puis moi, je suis pas en train de calculer- dire que l'indépendance est aux portes ou je sais pas quoi. Je ne fais que constater que c'est inusité comme situation, ça. C'est unique au Québec. C'est-à-dire qu'une majorité d'électeurs appuient des partis qui essentiellement ne sont pas contents du Canada tel qu'il est, dans notre cas. Donc, c'est quand même particulier. Tu me demandais si ce sont de bonnes nouvelles pour les péquistes. Il y a une autre nouvelle aujourd'hui qui est une manchette, je pense, que j'ai vue sur Radio-Canada qui fait état du fait que dans Arthabasca, l'érable, les gens de l'érable ont voté à plus de 50% pour Éric Duhaime. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les péquistes parce que ça nous montre, non pas qu'ils peuvent pas prendre le pouvoir aux prochaines élections, mais que leur volonté de rassembler autour de l'idée d'un référendum sur l'indépendance, pour l'instant, elle est remise en question par le clivage gauche-droite et le PQ. Parce que moi, je pense que ces gens-là, dans l'érable, qui ont voté à plus de 50% pour Éric Duhaime, c'est pas d'abord parce qu'ils étaient fédéralistes, c'est parce qu'ils ont entendu le discours qui remet en question les consensus de l'Assemblée nationale sur les politiques écologistes qui ont une répercussion sur le prix du carburant, par exemple. Ils ont eu envie d'entendre cette voix qui brise le consensus. C'est mon évaluation des choses. Peut-être que je me trompe, mais on nous a assez dit que la question nationale n'était pas la question de l'urne dans Arthabasca, l'érable, pour que je le croie. Puis je le crois de toute façon. Je pense qu'ils ont voté Duhaime parce que le PQ est trop à gauche pour eux et parce que le PQ représente une forme de consensus qu'ils veulent briser. Alors ça, c'est une nouvelle intéressante. Puis s'il y a un plafond de 35% qu'on n'arrive pas à casser pour le PQ, c'est peut-être aussi parce qu'on n'arrive pas à élargir son horizon sur l'axe gauche-droite. Bien, effectivement. 12 des 16 municipalités, c'est Éric Duhaime qui vient de tweeter ça là, et qui l'a aussi relayé sur sa page Facebook. 12 des 16 municipalités de la circonscription d'Arthabasca-l'Érable ont voté pour Éric Duhaime. Donc, si on pensait que la défaite du PCQ dans Arthabasca était le dernier clou dans le dernier cercueil d'Éric Duhaime, eh bien, c'est pas du tout le signal que les électeurs ont envoyé. Comme tu le dis, il y a des gens qui sont friands d'un discours plus à droite, qui sont friands d'une rhétorique qui est différente. Remise en question du modèle québécois. Et on ne repousse constamment qu'à plus tard l'arrivée d'Éric Duhaime à l'Assemblée nationale. Cette défaite-là, je veux bien croire qu'elle fait l'affaire du Parti québécois, qu'elle fait l'affaire même de François Legault, qui n'avait surtout pas besoin d'un tribun de la trempe d'Éric Duhaime, avec une rhétorique comme celle d'Éric Duhaime, sur un siège du Salon Rouge. Je comprends donc. Le nouveau Salon Rouge. Là, Bleu. ce serait mettre la CAQ devant ses insuffisances. Hein? La CAQ a logé là pendant un bout de temps, l'État dégraissé, plus efficace, et ainsi de suite, un petit peu. D'autant plus que quand PSPP parle d'identité, eh bien, François Legault a toujours l'argument voulant que c'est lui qui a fait la loi 21, c'est lui qui a fait la loi 96, que la dernière grande loi du Parti québécois en matière d'identité, c'est toujours bien la loi 101 en 1977. Je veux dire, ça, c'est bon, la rhétorique peut-être un peu exagérée, mais il peut répondre ça. Mais face à quelqu'un qui viendrait lui rappeler que, alors qu'il était dans l'opposition, François Legault militait pour une baisse de la bureaucratie, militait pour, disons, une meilleure gestion des fonds publics, bien là, tu es pogné avec quelqu'un qui va marteler ce clou-là constamment. En effet. Alors, évidemment, ça sert beaucoup plus la CAQ que les autres partis qu'Éric Duhaime ne soit pas là. En tout cas, c'est très bien pour la CAQ, on va dire ça comme ça. Puis j'y reviens. Pour les péquistes, ça devrait allumer une lumière au tableau de bord, là, leur rappelant que non, le rassemblement n'est pas fait. Hein? PSPP appelait les électeurs de Duhaime à le rejoindre sur le fait que lui avait compris leur message, mais on est encore loin de ça, là, je pense. Merci, Nick Payne. À plaisir. Voyons, au plaisir.